Allô, dans la capsule d'aujourd'hui, vous allez avoir besoin de trois documents pour pouvoir suivre l'atelier. Vous allez avoir besoin d'un document Word. Je vous propose d'utiliser le gabarit que j'ai déposé sur Moodle. Vous allez avoir besoin du fichier Excel qui s'appelle mise à niveau données fictives. Ce sont des données fictives inventées vraiment juste pour se pratiquer avec les notions de base de Excel. Et vous allez avoir besoin du PDF mise à niveau Excel qui est dans le fond une explication étape par étape en texte et en capture d'écran du vidéo d'aujourd'hui. Donc, si vous préférez le suivre avec le texte, il n'y a pas de problème. C'est sûr que je dis un petit peu plus de détails là, dans la capsule. C'est sûr que la capsule est un peu longue, là, elle dure à peu près 1 heure, mais elle n'est pas montée pour que vous ayez besoin de la faire au complet en une fois. Puis elle n'est pas montée nécessairement pour que vous ayez besoin de la faire au complet non plus. Si jamais vous êtes déjà avancé avec Excel, si vous connaissez déjà bien le logiciel, vous n'êtes peut-être pas obligé d'écouter chacune des parties. Je vais écrire aussi dans la description du vidéo sur Moodle, chaque minute correspond à quoi. C'est également écrit dans le document de mise à niveau. Dans le fond, chacune des sections, j'ai écrit à quelle minute dans la capsule ça faisait référence. Donc, par exemple, si vous voulez juste aller voir comment faire une table des matières, vous pouvez aller voir à la fin du document, table des figures, OK, ben c'est la minute telle, puis là, vous pouvez regarder juste ça. Vraiment, chaque section est un peu indépendante une de l'autre, mais elles sont raboutées là, ensemble pour faire juste un vidéo que vous allez avoir besoin de télécharger peut-être juste une fois. C'est ça. Donc, l'important pour la capsule, ça va être de s'assurer que chacun des exercices qui sont démontrés, vous êtes capable de les faire parce que ça, c'est vraiment juste une mise à niveau. Si vous avez de la difficulté avec des exercices, n'hésitez vraiment pas à venir à l'atelier, à m'écrire des questions. Je suis vraiment là pour vous aider. Le but, c'est que tout le monde soit capable de faire exactement ces exercices-là, maîtrise bien les fonctions, maîtrise bien les formules dans Excel et tout ça, pour que quand va venir le temps de faire vos vrais tableaux, vos vrais graphiques, avec les données de votre secteur de recensement, que vous soyez capable de faire la base au moins pour réaliser vos travaux pratiques. Donc, bonne capsule. Donc, la première chose qu'on va venir faire, c'est créer un nouveau classeur qui devrait s'ouvrir dans une deuxième fenêtre. Ici, dans le bas, vous voyez, on a feuille 1. On peut en ajouter plusieurs. Ce que je vais vous conseiller tout au long de la session, c'est d'avoir des onglets différents pour les données des différentes années de recensement. Donc, pour ne pas mélanger les années les unes avec les autres. On va renommer les onglets. Vous pouvez double-cliquer. Je vais recommencer pour le refaire une deuxième fois. Je suis sur le nom de mon onglet en bas. Vous pouvez double-cliquer, puis vous allez pouvoir le renommer comme ça. Celui-là, je vais l'appeler, mettons, données 2016. Et en appuyant sur OK, vous voyez, il vient de se renommer dans le bas. Vous pouvez aussi cliquer, faire un clic droit, ou si vous avez un Mac, faire les deux doigts sur votre pad en bas. Et vous avez l'option renommer juste ici. Et ainsi de suite. Données 2011, par exemple. Ça va être vraiment important d'être organisé dans votre fichier, de bien nommer vos données, surtout quand ça va être le temps de soit montrer des tableaux ou de faire une remise si c'est en format Excel. Donc ça, c'est facile de se retrouver dans votre dossier. Et c'est plus facile aussi quand vous allez, si vous collaborez avec des coéquipiers, soit dans le cadre d'autres ateliers, ben, c'est facile de mieux se retrouver dans le document quand tout est bien nommé. Puis si vous voulez aller une coche plus loin, vous pouvez aussi donner des couleurs là, à vos onglets. Par exemple. Donc, créer un fichier, puis nommer les onglets. Ensuite, on va pouvoir venir enregistrer notre fichier sous fichier enregistrer sous. On va l'enregistrer et assurez-vous qu'il est dans le bon dossier. Là, on va juste l'appeler test. Comme vous voulez, on va le supprimer tout de suite après. C'était vraiment juste pour que tout le monde soit capable de bien créer un nouveau Excel dans son OneDrive.
puisse bien l'enregistrer et soit capable de créer des nouveaux onglets, puis de les nommer correctement. C'est sûr qu'au fur et à mesure que vous allez ajouter des données à votre Excel, vous n'aurez peut-être pas d'idée tout de suite de comment nommer vos onglets. Vous pouvez les changer là, au fur et à mesure, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas non plus de bonne façon, de nécessairement mauvaise façon de nommer ces onglets. C'est vraiment ce qui fonctionne le mieux pour vous. Ensuite, je vais vous montrer peut-être juste quelques fonctions de base, encore dans notre petit Excel test. Je vais vous montrer un peu le ruban en haut, donc tout ce qui est ici, autour de ma souris, ou toutes les fonctions que vous avez là, dans le haut de Excel. En cas de besoin, vous pouvez toujours aller ici là, dans le petit onglet « Recherche » sous « Dites-nous ce que vous voulez », ce que vous voulez faire dans le fond. Puis si vous avez de la difficulté à trouver une fonction, bien, vous pouvez toujours la taper ici. Puis Excel va vous aider à la trouver. OK, donc le premier onglet, c'est « Fichier ». Et c'est là que vous allez pouvoir soit créer un nouveau document. Excel vous propose des templates, mais nous, on n'en utilisera pas dans le cours. Vous pouvez soit ouvrir un document que vous avez dans votre OneDrive, enregistrer le document en cours, puis vous pouvez aussi l'imprimer à partir de votre navigateur directement. Le deuxième onglet, qui est un des plus... celui qu'on va le plus solliciter pour l'atelier, c'est l'onglet « Accueil ». Et c'est là que vous allez retrouver un peu, si vous êtes familier avec Word, c'est un peu la même chose. Là, ici, la première section, vous allez pouvoir copier-coller des cellules. Vous allez pouvoir aussi décider là, le style de police, mettre en gras, choisir la couleur d'une case aussi. Quand va venir le temps de monter vos tableaux et de les mettre en forme graphiquement, c'est beaucoup là que vous allez jouer. Si je zoome un petit peu, est-ce qu'on peut? Je vais écrire par exemple titre ici. Vous pouvez aussi centrer. Ou mettre en haut, mettre en bas, centrer, ou être à gauche, être à droite. Quand va venir le temps de mettre en forme vos cellules, ça va vraiment être libre à vous. Deux fonctions qu'on va beaucoup utiliser, c'est juste ici, les deux qui sont là ici. Il y a la première qui est renvoi à la ligne automatiquement. Donc ça, c'est quand votre titre est trop, pas votre titre nécessairement, mais quand le texte dans une cellule est plus long que l'espace disponible. Par exemple, comme ça. Vous voyez, ça dépasse, là, on ne le voit pas au complet. Si vous faites renvoyer à la ligne automatiquement, qui est comme le ABC avec une petite flèche juste ici, vous voyez, là, ça va venir se mettre automatiquement. Puis là, vous voyez, j'ai tous mes trucs. Là, il n'y a plus rien qui dépasse. Tout le texte est contenu dans la case. Et le deuxième qu'on va venir utiliser, c'est pour fusionner des cellules. Donc, si vous voulez, par exemple, que votre titre prenne 3 cases comme ça, vous sélectionnez les 3 cases, soit en cliquant, puis en sélectionnant de côté, ou vous pouvez aussi utiliser, si vous êtes sur Mac, c'est commande, et sur PC, c'est contrôle, venir sélectionner vraiment manuellement une à une les cases. Et vous allez appuyer sur le, ici, fusionner et centrer. OK. Comme ça ici. Si vous appuyez sur la petite flèche, vous allez voir qu'il y a plusieurs options, soit de fusionner sans nécessairement le centrer ou d'annuler la fusion si vous voulez revenir sur vos pas. Vous voyez, là, chacune des colonnes est vraiment individuelle. Alors que quand c'était fusionné, vous voyez le petit contour vert, c'est vraiment l'ensemble des cellules qui sont sélectionnées. Et ça aussi, vous allez l'utiliser pas mal pour construire vos tableaux. Tout ce qui est ici, on va y revenir pour des trucs un peu plus spécifiques. Les styles de cellules,
Si vous voulez mettre en forme vos tableaux, c'est sûr que sous forme de tableau, Excel vous propose déjà des choix. Ça peut être intéressant si vous n'avez pas trop d'idées sur comment graphiquement placer vos tableaux. Ça peut donner des idées ici, mais sinon, ça va être plus libre à vous là, de laisser aller peut-être votre créativité de ce côté-là. Si vous voulez ajouter une colonne ou ajouter une rangée, vous avez ici l'option « Insérer ». Donc, soit insérer une ligne, insérer une colonne. Donc, si j'ajoute ça ici, vous voyez, ça m'a inséré une ligne en haut. Puis si je fais insérer une colonne, et voilà. Et comme j'avais 5 colonnes sélectionnées, c'est 5 colonnes qui s'ajoutent. Vous voyez, si j'en sélectionne juste une ici, il y en a juste une qui va s'ajouter. Et c'est le même principe si vous voulez, par exemple, supprimer tout ça ici. Je vais toutes les sélectionner. Puis, je peux faire supprimer. Et voilà, tout est enlevé. C'est ça. Il y a des petits trucs là qu'on va vraiment revenir plus au courant de la session, mais juste être un peu familier avec qu'est-ce qui se trouve où, vraiment les fonctions là, de base. Mais comme j'ai dit, si vous êtes déjà pas mal familier avec au moins Word, vous allez voir, ça se ressemble vraiment, vraiment beaucoup. Ici, pour insertion, qui est le deuxième onglet, nous, ce qu'on va vraiment utiliser, c'est les graphiques. Donc, toute la section ici, autour de mon curseur. Donc, quand vous allez avoir des tableaux avec des données que vous voulez mettre en forme sous forme de graphique, vous avez toutes les sortes de graphiques ici possibles. Ça va être à vous de venir choisir le bon graphique. Vous allez le voir au courant de la session. Mais quand vous allez venir le temps de faire un graphique, c'est sous l'onglet « Insertion » que vous allez aller chercher. Les autres onglets, je vais passer vraiment rapidement parce qu'on ne va pas vraiment les utiliser. Pour ce qui est de toutes des formules, nous, les formules qu'on va utiliser, c'est vraiment plus comme des additions. On va calculer des moyennes ou des variations. Donc, ce n'est pas des formules. C'est des formules que vous allez taper vous-même dans Excel. On va y revenir pour l'exercice comme vraiment de mise à niveau. Tout ce qui est donné non plus, nous, on ne fait pas des gros calculs, on ne va pas avoir des grosses tables de données, donc on ne va pas l'utiliser. Puis ensuite, révision, bien, c'est sûr, si vous voulez vous laisser des commentaires, ça va être ici. Puis pour ce qui est affichage, je vous conseille toujours de rester avec le mode d'édition, avec le mode par défaut pour être capable de comme, suivre un peu votre écran avec la télé. En gros, c'est ça. Ça, c'est vraiment juste comme une présentation un peu générale de c'est quoi Excel, où sont placés les trucs et qu'est-ce que vous pouvez faire vraiment de base. Là, je vais fermer mon onglet, cette table Excel-là qui s'appelle Test. Puis, dans mon OneDrive, dans le fond, je suis allée glisser le tableau Excel de données fictives, dans le fond, pour la mise à niveau, qui est disponible sur Moodle. Moi, je l'ai mis ici. Oups, c'était déjà ouvert. Donc, c'est des données vraiment comme fictives là, que j'ai inventées pour juste faire un exercice. L'important à la fin du vidéo, ce serait vraiment juste d'être capable de faire chacun des exercices pour connaître les manipulations de base. Ensuite, c'est des trucs que vous allez comme répéter avec les données de votre secteur de recensement qui est propre à chacun. On va commencer par l'exercice A. Donc, trier les données d'un tableau. On va trier les données. Dans le fond, on va venir sélectionner notre tableau, sans le titre, OK? Juste vraiment les données. Oups. Comme ça ici. Donc, je veux mes 2 colonnes de données, puis je veux mes catégories d'âge, juste ici. On va aller dans l'onglet « Accueil ». À droite, complètement, on a « Trier » et « Filtrer ». Vous allez cliquer. Je vais tasser un peu ma face, désolée. Vous allez cliquer et nous, on veut faire un tri en ordre... non, en fait, on ne veut pas un tri comme en ordre alphabétique, là, ça ne nous servira à rien. Nous, on veut juste filtrer ici. Donc, vraiment l'entonnoir. Et voilà. Là, vous voyez, il y a des petites flèches
qui sont apparus sous chacune des colonnes qu'on a sélectionnées. Si je fais l'exemple avec ici, avec notre colonne d'âge, non, pardon. OK, donc si je clique ici sur notre colonne d'âge, je vais cliquer sur la petite flèche et la dernière option qui est filtrer. Vous voyez, vous pouvez soit en faire apparaître ou en faire disparaître. Donc, automatiquement, tout ça s'affiche, mais par exemple, si je sélectionne juste 0,20, et voilà. Donc, vous voyez juste 0,20 ans qui s'affiche. Puis si je reviens sur la petite flèche filtrée, je peux à nouveau toutes les sélectionner pour qu'ils réapparaissent. C'est sûr que là, on a juste comme 5 lignes dans notre tableau. Et visuellement, on les voit toutes. Ça ne nous servirait pas à grand-chose de les filtrer. Mais quand vous allez télécharger les données de recensement, les données brutes, c'est vraiment comme chaque question et chacune des réponses possibles au recensement occupe une ligne différente. Donc, ça peut venir intéressant de venir les trier quand vous allez chercher une information vraiment plus spécifique, alors que vous avez comme 1000 lignes dans votre tableau Excel. Et ça, c'est la fonction trier. Je vous conseille à chaque fois que vous avez comme un tableau de données brutes, de faire cette option-là. Ça va vraiment faciliter vos recherches dans le tableau. Vous pouvez aussi, si vous avez juste des données quantitatives, par exemple, si je fais l'exemple avec les femmes, si je fais trier par ordre croissant, bien là, vous voyez du plus petit au plus grand, puis mes catégories d'âge suivent. Donc, si vous voulez un coup d'œil rapide sur quelle catégorie d'âge contient le plus de personnes, bien, vous l'avez directement. Là, on l'a trié pour les femmes, mais on peut voir que c'est pas mal le même chiffre, le même ordre que pour les hommes. La catégorie avec le plus de gens, c'est les 40 à 60 ans. Fait que ça, c'est un des exemples. Donc, ça, c'est pour trier des données. Ensuite, on reste toujours dans l'onglet de l'exercice A. Je vais juste retrier, je vais juste revenir à mon ordre comme ça ici. Et voilà. On va calculer une somme. Dans le fond, on va utiliser la formule somme pour calculer des totals. Je veux savoir, il y a combien de femmes au total, il y a combien d'hommes au total, puis j'ai combien de gens au total, mettons, là, dans mon quartier. On va se créer une nouvelle colonne totale, une nouvelle ligne totale, pardon, juste ici. Puis, sous accueil, vous l'avez ici, somme automatique. Si vous cliquez sur la petite flèche, vous allez voir qu'il y a d'autres formules que vous pouvez utiliser, mais nous, ça va être la somme. Et vous voyez que Excel, automatiquement, va venir surligner ici en brillance la colonne des femmes. Si Excel surligne des colonnes que vous n'avez pas besoin, ou des fois, il va penser que vous voulez calculer quelque chose, mais ce n'est pas ça, vous pouvez manuellement venir en sélectionner d'autres. Mais nous, c'était les femmes qu'on voulait. Et là, on va faire Enter. Et vous voyez 49. Si on regarde plus en détail la formule que Excel a faite, vous voyez qu'une formule va toujours commencer par égal. Pour la colonne des hommes, vous pouvez aussi faire somme automatique, mais je vais la taper la formule juste pour vous montrer un exemple. Vous pouvez entrer manuellement vos formules. Donc, on commence toujours avec égal. Et là, je peux écrire somme. Je peux rester en minuscule, il n'y a pas de problème. Puis, c'est le premier qui me sort ici, somme. Je vais cliquer. Et voilà. Puis, là, la parenthèse va s'ouvrir et c'est là que je vais venir chercher mes cellules. Et on va venir fermer la parenthèse pour indiquer que ce qu'on veut calculer, c'est la somme de ce qui se trouve entre parenthèses de la colonne C3, donc C3 ici, jusqu'à C7. Et Enter. Et voilà, ça fait 52. On va faire la même chose, mais de l'autre côté, donc par tranche d'âge. Donc, on va créer une nouvelle colonne totale. Et on va faire somme automatique. Et vous voyez, automatiquement, il dit que tu veux faire ça plus ça. C'est ce qu'on veut, donc égal. Et voilà, 14. Ensuite, on va apprendre à copier une formule d'une cellule à une autre. Parce que dans le fond,
dans toutes ces colonnes, dans toutes ces cellules-là ici, ce que je veux calculer, c'est la même chose que ce que j'ai calculé ici. Donc, on ne va pas à chaque fois ajouter manuellement notre formule ou toujours cliquer sur somme automatique. Il y a un petit truc pour aller un petit peu plus rapidement. Quand vous êtes sur une cellule qui contient une formule, dans le petit coin ici à droite, vous voyez, quand je mets ma souris, il y a comme un petit plus qui s'affiche. Vous allez cliquer dessus, puis vous allez tenir là, votre doigt sur votre clic droit, votre clic gauche, pardon, puis vous allez glisser vers le bas sur toutes les cellules où vous voulez appliquer cette formule-là. Là, quand je lâche mon doigt, vous voyez que la formule qui est ici, elle s'est copiée d'un endroit à l'autre. Et voilà. Toujours sous l'onglet A, on va venir calculer une proportion. Pour mieux vraiment comprendre l'ampleur d'un phénomène, c'est toujours mieux d'avoir la donnée en pourcentage et non en chiffre brut comme ça ici. Donc, on va venir faire une chose premièrement. On va se créer, je vais sélectionner au complet la colonne C et je vais insérer une nouvelle colonne à sa droite. Ensuite, je vais sélectionner la colonne E et je vais insérer une colonne à sa gauche, pardon. Donc ici, ça va être femme pourcentage, femme pourcentage. Ici, je vais avoir total pourcentage. D'accord? Donc là, on a notre total. Donc, ce que je veux demander à Excel, dans le fond, c'est juste une formule de 3. Je veux juste lui demander 5 femmes sur 49 femmes, ça fait combien en pourcentage? Donc, on va vraiment écrire telle quelle la formule. Donc, on va faire égal. Là, vous n'allez pas écrire 5 divisé par 49. Vous allez venir sélectionner la cellule. Et voilà, B3 divisé par B8. Ce qui va faire en sorte que si jamais, je vais faire un peu, si jamais vous vous trompez, puis vous vous rendez compte, finalement, j'ai fait une petite coquille, c'est pas 5, c'est 6. Ben là, votre chiffre va se modifier automatiquement. Donc, vraiment, rentrez les formules avec les numéros de cellules. Là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ma petite formule ici, elle s'est modifiée. Dans le fond, comme j'avais dit que je voulais le total de ça, mais ce n'est pas vrai. Dans le fond, on va venir recommencer. Mon total, dans le fond, je veux que ce soit ça plus ça. Je ne veux pas mon pourcentage entre les deux. Puis là, on a copié la cellule. Et voilà. OK, donc j'ai mon addition à toutes les fois. Donc ça, c'est correct. Donc vous voyez, mettons qu'ici, je me rends compte, hey, c'est 12 finalement. Vous allez voir toutes mes formules qui font référence à la cellule B6 vont se modifier partout dans le tableau. Donc ici, on est à 0, point blablabla. Nous, on veut lui indiquer que c'est un pourcentage. Donc, vous auriez pu rajouter aussi dans votre formule comme ça ici, fois 100. Et voilà, donc 11%. Ou je préfère toujours ajouter manuellement ici le pourcentage. Comme ça, vous avez le petit symbole pourcent avec directement. Ce qu'on va venir rajouter, dans le fond, ça, c'était vraiment la division de base. Par contre, si vous voyez, là, je vais faire quelque chose, mais c'est comme une erreur, c'est juste pour vous montrer. Si je copie ma cellule vers le bas comme ça ici, vous allez voir que ça ne fonctionne pas. Parce que dans le fond, B3 divisé par B8, puis là, quand on descend d'une case, bien là, tout va descendre d'une case, même notre total. Ce qu'on va venir indiquer à Excel, c'est qu'on veut lui dire que notre total, ça va toujours être la cellule B8. Donc, même si notre formule descend d'une rangée à chaque fois, le dénominateur, lui, doit toujours rester le même. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est, dans notre première formule ici, entre le B et le 8, on va mettre un signe de $. Ça, c'est l'opération mathématique pour Excel qui va indiquer que B8, c'est comme figé, ça ne va jamais bouger. Donc là, je vais faire égal, puis on va le refaire en descendant, et vous voyez, tout se met automatiquement, puis ma dernière, c'est 100. Je vous conseille de garder les deux chiffres après la virgule pour avoir un petit peu plus de précision à vos données, mais vous pouvez en ajouter ou en supprimer juste ici.
Donc, vous pouvez faire changer le nombre de décimales après la virgule comme ceci, mais avec 2, c'est bon. Ici, c'était homme pourcentage. Et on va venir répéter la même chose pour les hommes, donc égal pour commencer notre formule. On va venir sélectionner notre première cellule ici, divisé par D8, mais avec un petit signe de dollar. Et voilà, on descend jusqu'en bas, puis on met ça en pourcentage. Et même chose ici. On descend jusqu'en bas et pourcentage. Et voilà. Vous pouvez aussi utiliser Excel comme une calculatrice normale. Donc là, vous l'avez vu, on a fait des additions, on a fait des divisions, on a fait des règles de 3. Vous allez avoir besoin, au courant de la construction de vos tableaux, de vos graphiques, de faire des calculs, d'additionner des données, on va calculer des variations, des trucs comme ça. Des fois, il y a des gens qui utilisent leur calculatrice à côté. Je vous conseille vraiment pas de faire ça parce que, premièrement, vous risquez plus de faire des erreurs, surtout quand vous avez plusieurs additions, plusieurs multiplications à faire une à la suite de l'autre. Et ça fait aussi que si vos données changent ou si vous remarquez des coquilles, par exemple, si vous avez fait des références dans vos formules directement à vos cellules, vos totaux, vos calculs, eux, vont se modifier automatiquement. Comme je vous montrais tantôt, si par exemple ici, c'était pas 6, mais c'était bien 10, vous voyez que tout se modifie automatiquement. Tandis que si vous aviez fait un calcul, si vous avez fait votre règle de 3 comme ça ici à la main à côté, là, vous devriez tout recommencer. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec les formules Excel, je vous conseille vraiment de bien les maîtriser avant de vous lancer dans les tableaux et de venir me poser des questions. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Parfait. Ça, c'est fait pour l'exercice A. On va aller voir l'exercice B maintenant. OK. Donc, ensuite, vous pouvez utiliser Excel comme une calculatrice. Donc, dans l'exercice B, souvent, les gens vont venir utiliser, pas souvent, là, des fois, il y en a qui utilisent une calculatrice à côté, ou utilisent leur téléphone pour faire des calculs, alors que Excel peut vous calculer plein de trucs elle-même. Puis aussi, ça va vous éviter, premièrement, de faire des erreurs, parce que des fois, on tape trop vite sur la calculatrice ou on oublie de mettre des parenthèses, donc ça change notre résultat. Et ça fait en sorte que si vos données changent dans votre tableau, le résultat de la formule va changer automatiquement, ce qui ne se fait pas quand vous faites tous vos calculs à la main sur votre calculatrice. Donc là, on l'a déjà vu un peu, mais on peut faire des additions, soustractions, des divisions, des multiplications, tout ça. Si je fais, par exemple, ici, dans ma cellule, OK, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va venir faire une addition, par exemple, égale celle-là plus celle-là. Et vous pourriez ensuite faire référence à ce résultat-là pour faire, mettons, x2. Donc, vous pourriez faire une autre cellule, donc égale ça x2. Et voilà. Puis, si je change mon nombre de femmes, finalement, c'est pas 5, c'est 7. Vous voyez que toutes les formules se modifient une à la suite de l'autre. Donc, ça, c'est pour démontrer un peu l'importance d'utiliser Excel comme une calculatrice et non pas de calculer à part et d'insérer vos données dans Excel. Prochaine étape. Donc là, je suis dans l'exercice C et on va faire l'exercice de calculer une moyenne. Donc là, ici, j'avais l'âge de personnes dans un groupe, donc des femmes et des hommes avec des âges différents. Et je veux savoir c'est quoi la moyenne d'âge de ce groupe-là. Vous l'avez juste ici, en dessous de somme automatique, la petite flèche. Vous avez aussi moyenne. Donc, c'est le même principe. Excel va venir souligner en brillance des cellules automatiquement. Si c'est les cellules que vous voulez, on fait juste appuyer sur Enter.
Et on va venir copier notre formule vers le bas pour avoir la même chose avec les hommes. Je vais juste mettre un peu de couleur pour bien voir. Donc, vous avez votre moyenne d'âge ici. Et on va enlever un comme ça. Donc, vous avez la moyenne d'âge pour les femmes et vous avez la moyenne d'âge pour les hommes. Vous pourriez aussi calculer la moyenne d'âge pour le groupe au complet. Et voilà. Donc, c'est sous ici, somme automatique, la petite flèche, vous avez moyenne. Donc, c'est vraiment somme qu'on va utiliser le plus souvent, mais aussi la moyenne va vous être demandée. OK. Donc là, je suis sous l'onglet D et on va mettre en forme un tableau. On va venir premièrement indiquer à Excel que notre tableau, ben, il y a une en-tête. Donc, notre ligne ici, on va venir lui indiquer que ce sont des titres de colonne. Vous allez sélectionner votre tableau au complet, sans le titre. Et sous « Mettre en forme le tableau », choisissez vraiment celui que vous voulez. Et là, quand Excel vous demande « Est-ce que votre tableau comporte des en-têtes », assurez-vous que ce soit coché ici pour dire « Oui ». Si vous n'avez pas d'en-tête, décochez-le, mais dans ce cas-ci, on en a. Et voilà. Automatiquement, ça fait ça ici. Si c'est le style que vous voulez utiliser pour présenter vos données dans vos exercices, libre à vous. Si c'est un style qui graphiquement vous convient, c'est juste que colonne 1 ici, il ne s'efface pas. Il va toujours réapparaître. Donc, vous pouvez juste lui donner la même couleur. Je pense pas que c'est exactement la même couleur, mais c'est trouver la même couleur de police que la couleur de fond. Puis c'est comme si ce serait ni vu ni connu. Et vous voulez changer d'idée, vous pouvez resélectionner toutes vos cellules, puis en essayer un autre. C'est sûr que ceux qui sont sombres ici à la fin, c'est peut-être un peu intense, mais sinon, de couleur ou noir et blanc aussi, c'est vraiment libre à vous. Si je viens de changer de couleur, comme ça. Là, c'est sûr qu'il faudrait que ce soit exactement la même couleur, mais là, je ne l'ai pas sous la main. Là, on va tomber dans l'onglet E. Donc, vous voyez, j'ai un tableau ici. Donc, ici, j'ai les femmes Montréal. Ici, j'ai Laval. Même chose pour les hommes ici. Donc là, moi, je veux combiner ces deux cellules-là pour indiquer que tout ça ici, c'est des femmes. Je viens cliquer ici, fusionner et centrer. Je sélectionne mes deux cellules pour les hommes aussi et je fais la même chose. Et voilà. Donc, nos cellules, elles sont centrées et fusionnées. Vous voyez les deux avec le contour vert. Pour l'exercice F, qui est renvoyé à la ligne automatiquement. Vous voyez ici, agglomération de Montréal, et c'est caché un peu dans ma rangée. Je vais sélectionner les deux qui sont trop grandes et on va appuyer ici sur renvoyer à la ligne automatiquement. Et voilà, maintenant tout mon texte apparaît. Ensuite, on va aller à l'exercice G. On va créer une figure à partir de données. Donc, ce qu'on va faire, c'est un graphique à bande. Je crois que si vous êtes sur le Excel de votre bureau, vous n'aurez pas ce problème-là, mais dans le Excel en ligne, vos colonnes doivent vraiment être côte à côte pour être capable de faire le graphique. Donc, si ça, c'est mon tableau, par exemple, que je voudrais présenter dans mon rapport, vous pourriez juste le laisser comme ça. Puis c'est ça que vous viendriez coller pour mettre dans votre Word. Mais pour faire votre graphique, on va juste tout coller, tout copier en bas. Et on va se mettre vraiment plus bas pour ne pas se mélanger. Et on va venir supprimer certaines données. Donc, comme c'est ici. Dans le fond, tout ce que je garde, c'est les pourcentages, comme ça ici. Pour faire votre graphique, vous n'aurez jamais besoin de la colonne totale. Vous n'allez jamais avoir une bande, par exemple, ou un croissant dans un graphique circulaire qui illustre votre total. Donc là, vous allez venir sélectionner l'ensemble de vos données.
Je vais supprimer le titre pour pas qu'on se mélange, mais comme ça ici. Vous pouvez toujours aller sur graphique recommandé. Et là, vous allez avoir un petit onglet qui s'apparaît avec diverses suggestions. Ça va être libre à vous de vous les montrer. Je vais vous montrer le même que j'ai mis dans le petit guide, qui est le dernier ici, en play à 100%. Et voilà. Là, vous avez votre format. Et vous voyez dans l'onglet ici, graphique, c'est un onglet qui apparaît juste quand vous êtes dans votre graphique. Quand vous cliquez, il est là. Quand vous êtes ailleurs que dans votre graphique, vous n'avez pas l'option. Donc, assurez-vous d'être bien dans votre graphique. Et là, à ce moment-là, si vous choisissez un autre type de graphique, libre à vous d'aller en choisir un autre. Nous, ce qu'on va surtout regarder, c'est ici. Donc, c'est qu'est-ce qu'on peut ajouter à notre graphique. Le titre du graphique, on l'a déjà. Si vous êtes sur votre application de bureau, vous pouvez double-cliquer sur le titre du graphique pour le modifier. Si vous êtes dans Office 365, cliquez sur titre du graphique, puis modifiez le titre du graphique. Et là, vous écriveriez votre vrai titre. Par exemple, ici, ce serait répartition entre les selon la tranche d'âge. Bon, là, c'est pas indiqué, mais toujours indiqué quelle année de recensement. Par exemple, effectivement, on est en 2016 pour le secteur de recensement 00. Mais là, ça va être votre numéro de recensement. Comme c'est ici. Si vous préférez aussi plutôt mettre les titres dans Word à la fin pour avoir votre titre de figure automatiquement, ce que vous pouvez venir faire, c'est modifier le titre du graphique et juste ne pas en mettre. Puis vous allez plutôt le mettre sur Word. Mais après ça, ça dépend si vous présentez juste vos graphiques dans Word, je vous conseille de mettre vos titres dans Word, mais si vous travaillez plutôt que dans Excel, quand vous allez faire des remises qui sont juste en format Excel, là, c'est sûr que votre titre doit être dans Excel. Donc, demandez-vous, en fait, posez-vous la question où mon graphique va finir. Si c'est dans Word, mettez le titre dans Word, et si c'est dans Excel, mettez votre titre dans Excel. Vous pouvez aussi ensuite avoir des titres des axes, donc avoir un titre en bas, avoir un titre sur le côté. C'est sûr que là, le graphique parle quand même pas mal de lui-même, surtout que vos catégories en bas ici ont déjà une unité qui est indiquée, donc ce serait peut-être pas nécessaire de venir marquer ici en bas âge, si on comprend c'est quoi. Ensuite, la légende, on en a déjà une ici, femme en jaune, homme en orange, mais il y a plusieurs types de légendes, donc nous on l'a en bas, on pourrait aussi l'avoir sur le côté si on préférerait. Ça va être vraiment libre à vous là, de choisir comment vous trouvez que la donnée va être le mieux représentée, puis le plus facile d'être lu aussi. Ensuite, étiquette de données, c'est si on veut avoir les pourcentages qui sont écrits pour chacune des catégories. Je vous conseille le plus souvent d'en mettre. Comme ça, c'est plus facile de lire le graphique tout seul sans avoir besoin de se référer au tableau. Donc, si ici, par exemple, 1.92, si ce n'était pas là, ben là, il faudrait dire, OK, ce petit carré-là ici, c'est les hommes de 81 ans et plus. Là, il faudra les lire dans le tableau. Tu sais, ça demande au lecteur de regarder à plusieurs endroits en même temps. Tandis que si vous avez l'étiquette de données directe, ben, c'est comme plus facile d'aller le lire. Donc, le plus souvent possible, à part des fois, si vos tableaux, si vos graphiques sont comme trop complexes, avec plein de petites cases, des fois, c'est comme une information de trop. Des fois, ça peut comme surcharger graphiquement votre figure, mais le plus souvent possible de la mettre, ça ne devrait pas être un problème. Parfait. Si vous êtes dans l'application de bureau, vous allez voir qu'il y a comme une petite... vous avez des options de plus pour le format que nous, ce qu'on a ici, donc le format du graphique. Ça dépend aussi quelle version que vous avez. Mais si vous avez la version la plus à jour, là, vous devrez avoir quand même beaucoup de choix pour avoir des styles de figures qui se font automatiquement, là, par exemple, changer de couleur plus rapidement, tout ça. Mais si vous êtes en ligne, donc sous format, vous pouvez vraiment personnaliser là, votre tableau. Puis ça, je vous laisserai peut-être un petit peu plus
l'explorer par vous-même, juste pour avoir une idée de ce qui est possible de faire. Mais sinon, le plus important que je voulais vous montrer, c'est dans la série femmes, série hommes, qui sont comme nos deux catégories de données. Vous pouvez changer les couleurs. Vous pouvez aussi renommer, là, si vous ne voulez pas que ça s'appelle femme. Automatiquement, il s'est appelé femme parce qu'on l'avait appelé femme ici. Si vous voulez, dans un cas, lui donner un autre nom, pas de problème. Puis, vous pouvez aussi modifier là, les étiquettes de données. Vous pouvez aussi modifier là, à quoi ça ressemble, si vous voulez gras ou pas. Ça va être libre à vous de le faire. L'important, ça va être de rester constant dans vos figures. Donc, si dans une figure, par exemple, celle-ci, les hommes sont en orange, les femmes sont en jaune, si vous présentez une autre donnée qui est aussi différenciée par le genre, il faudrait que vos catégories hommes soient orange aussi, femmes aussi, pour ne pas passer d'une couleur à l'autre. Essayez de rester constant dans votre manière de présenter les trucs. Si votre légende se trouve à droite, bien, idéalement, dans toutes vos figures, il faudrait qu'elle soit là le plus possible. Si vos données sur le côté, si je vais, par exemple, vertical, puis je le mets en gras, bien, idéalement, dans chacune de vos catégories, il faudrait que ce soit gras. Essayez de rester vraiment constant dans votre façon de présenter les trucs. Puis le plus facile pour y arriver, bien, c'est peut-être de rester le plus simple possible. Donc, pas trop mettre de flafla. Si vous avez des fois des tableaux où vous avez beaucoup de catégories, donc beaucoup de choix de couleurs à faire, des fois, c'est plus facile pour l'œil de rester dans les mêmes teintes, mais d'être plus de rester monochrome, mais d'aller avoir un bleu pâle, bleu moyen, bleu foncé. Puis ensuite, peut-être, si vous avez beaucoup de catégories, là, vous pouvez peut-être tomber dans comme le gris, le noir, en garder une blanche. Essayez d'avoir des couleurs qui suivent. Si vous avez, par exemple, 12 couleurs à choisir, ben là, si vous choisissez comme 12 couleurs vraiment éclectiques, ça fait... On a de la misère un peu à lire ce genre de figures-là. C'est le genre de questions que vous allez vous poser en construisant vos graphiques. Pour ce qui est de l'exercice G, ça va être différent si vous utilisez l'application de bureau versus l'application en ligne. Pour ce qui est de Office 365 en ligne, c'est sûr que c'est une application qui est plus limitée par rapport à la vraie application. Donc, il n'y a pas 100% des fonctions que ce que vous auriez si vous aviez la vraie application, mais il y a quand même moyen de s'arranger. On va commencer par copier-coller le tableau. Donc, je vais venir sélectionner toutes les cellules du tableau que je veux avoir dans mon Word. Je vais faire commande C ou CTRL-C si vous êtes avec Mac. Et moi, je vais ouvrir le document Word Gabarit qui est disponible sur Moodle, qui est un document qui est créé. Vous avez déjà votre table des matières, la page titre, et où vos styles de cellules, vos styles de paragraphes, pardon, sont déjà un peu mis en forme pour que vous ayez des titres aux bons endroits et tout ça. Là, je vais descendre et je vais faire semblant de placer mon tableau dans la section, par exemple, 1.1.1. Je ne sais pas si c'est comme ça avec PC. Peut-être si quelqu'un le fait pourrait me dire la réponse, mais si je vais sous Édition, vous voyez ici que si je fais commande V, je vais coller et adapter le style. Donc là, il va venir s'adapter directement à Word. Nous, ce qu'on cherche, c'est plutôt coller. Donc, j'ai fait commande C pour copier, mais je ne vais pas faire commande V pour le coller. Je vais juste cliquer Édition, puis coller. Et voilà, vous avez votre tableau. Vous voyez qu'il n'est pas tout à fait pareil comme vous l'aviez fait dans Excel. C'est une des limites de online. Par contre, si vous vous mettez dans votre tableau, vous avez un nouvel onglet qui s'affiche ici, Tableau. Puis, vous avez quand même certains trucs que vous pouvez faire, là, comme changer la couleur, mettre en forme votre tableau, par exemple. Donc, par exemple, si je choisis ça ici, vous voyez que ça se fait automatiquement. Là, j'avais des cellules fusionnées, ça se défusionne quand on copie, donc je vais juste refusionner mes cellules. Puis après ça, vous pourriez rejouer avec la police, selon ce que vous choisissez et tout. Donc, ce que je vous dirais de faire, c'est de ne pas nécessairement tout mettre en forme vos tableaux directement sur Excel, puisque vous allez comme perdre votre formatage
en le copiant dans Word, mais plutôt d'avoir des tableaux qui sont vraiment basiques dans Excel, puis de les mettre en forme dans votre Word. Pour ce qui est des figures, je vais sélectionner ma figure, je vais la copier. Ou vous pouvez appuyer ici aussi sur les deux petits traits de papier. Et même chose, par exemple, là, si je suis sur, je devrais être dans le même sous-titre, édition et coller. Puis là, ça s'en va. Et voilà. Vous voyez par contre que ça s'est collé comme une image. Donc, pour les figures, vous n'allez pas pouvoir modifier, dans le fond, le look de la figure. Donc, ça, vous devez vraiment l'avoir 100% modifié dans votre Excel avant de l'importer. Donc, si vous n'avez pas cette fonctionnalité-là sur Word en ligne, mais il faut quand même des types de figures puis des types de tableaux. Il ne faut pas juste les mettre comme ça. Donc, ce que je vous conseille, c'est de les écrire à la main. Par exemple, tableau 1, 2 points, et là, vous auriez votre titre au long. Là, pour ne pas se mélanger avec votre texte, vous pourriez donner un petit style qui est différent. Donc, par exemple, moi, je vais le centrer, je vais le mettre gras, et voilà. Puis, vous feriez la même chose avec toutes vos figures et tous vos tableaux. Les figures, on va les nommer figures, puis les tableaux, on va les nommer tableaux. Et là, à la suite de l'autre, votre numérotation va changer. Donc, votre tableau 1, si à la section suivante, vous avez un autre tableau, ça va être rendu tableau 2, et ainsi de suite. Les figures, c'est figure 1, figure 2, etc. Avec vos titres bien placés. Donc ça, c'est pour mettre des tableaux et des graphiques dans votre Word Online. Pour ce qui est de la liste des figures et la liste des tableaux, là, il va falloir venir le faire de manière manuelle, malheureusement. Si vous avez besoin d'un petit coup de pouce à cet égard-là, n'hésitez vraiment pas à venir me voir. Il y a peut-être moyen à deux d'aller un peu plus vite ou de double vérifier là, vos trucs. Donc, comme je vous disais, vous n'avez pas la table des figures qui se fait automatiquement, malheureusement, mais si vous utilisez le gabarit, vous allez avoir la table des matières qui, elle, va se faire automatiquement. En fait, Word Online ne vous permet pas d'ajouter une table des matières, mais vous permet d'en modifier une. Donc, si vous utilisez le gabarit et que vous êtes dans votre table des matières, sous l'onglet « Références », vous allez pouvoir la mettre à jour. Donc, par exemple, si, par exemple, titre de section 1, si je le modifie, donc je lui donne un vrai titre qui serait, par exemple, logement, et que là, je reviens dans ma table des matières, je la mets à jour. Ça prend un petit temps, je ne sais pas si c'est juste mon ordi qui est lent, ça va être comme ça pour tout le monde, mais vous devriez ici voir titre 1 se modifier pour le mot logement qu'on a mis ici. Et voilà. Donc, vous pouvez modifier votre table des matières, mais vous ne pouvez pas en ajouter une nouvelle. Donc, je vous conseille vraiment d'utiliser le gabarit si vous êtes en ligne. Donc, pour l'exercice H, si vous êtes sur votre application de bureau, je vais vous montrer comment copier, coller votre figure et vos tableaux de Excel vers votre Word. Comment vous allez pouvoir faire une table des figures et une table des tableaux qui se font de manière automatique. Puis, on va regarder aussi comment faire la table des matières puis comment l'ajuster automatiquement au fur et à mesure que vous allez changer les titres si vous utilisez le gabarit là, que j'ai mis sur le module. Donc, pour copier un tableau, vous allez sélectionner toutes les cases de votre tableau que vous voulez qui se retrouvent dans votre Word et vous allez faire copier, donc juste ici, ou commande C ou commande CTRL-C. Et puis, dans le gabarit qui est ici, par exemple, si je veux mettre mon tableau, je vais le mettre dans une section vraiment aléatoire. Et donc, dans mon gabarit, je vais le mettre dans une section qui est vraiment aléatoire. Par exemple, 1.1.1.
Et ce que vous allez venir faire, c'est sous-coller ici, il y a la petite flèche qui vous permet d'avoir plusieurs options. Celle que je vous conseille d'utiliser, c'est lier et conserver la mise en forme source. Lier, ça va vous permettre de lier vos données. Donc, si vous modifiez votre donnée dans le tableau Excel, votre tableau Word va être lié, donc les chiffres devraient s'ajuster automatiquement aussi. Et conserver, ça va vous permettre de le coller tel quel que vous l'aviez fait dans Excel. Donc, si vous avez changé des polices, vous avez mis des couleurs spéciales ou des trucs comme ça, bien, ça conserve votre mise en forme. Source, pour indiquer que c'est la source d'Excel. Et voilà. Donc là, c'est sûr que ça fait un peu bizarre parce que je ne l'avais pas mis du tout en forme sur Excel. Je vais faire juste un petit exemple pour vous montrer. Juste ici. Si je le mets un peu plus en forme, je vais choisir un style de tableau là, complètement aléatoire. Comme ça ici. Je vais mettre ça en jaune pour pas que ça apparaisse. Comme ça. Et là, je copie. Et dans mon Excel, lier et conserver la mise en forme source. Vous voyez que je garde là, comme ça ici mes trucs tels qu'ils étaient placés. Ça va être le même principe pour la figure. Donc, si je sélectionne ma figure, que je la copie et que je la colle, je vais me mettre sur une nouvelle page, que je la colle comme ça ici. Donc là, j'ai perdu ma mise en forme, mais vous devriez la voir ici sur la petite flèche si vous ne l'aviez pas déjà en haut. Conserver la mise en forme source. Et voilà. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez modifier votre tableau. Tu sais, je peux écrire dedans. Vous pouvez modifier directement. Par exemple, ici, il y a une petite 2, je vais l'enlever. Si vous vous rendez compte que vous êtes trompé d'année dans votre source, vous pouvez changer vraiment comme si vous étiez dans Excel. Et si vous êtes dans votre figure, si vous double-cliquez, vous devriez avoir le format, la mise en forme là, qui s'ajoute. Vous pouvez changer les couleurs. Vous pouvez modifier, par exemple, si je double-clique sur ça ici, je trouve que c'est comme trop brun, je veux changer un peu de couleur. Vous avez plusieurs moyens. Et voilà. Donc, si vous pouvez déjà tout mettre vos tableaux puis vos figures un peu cute sur Excel, puis juste les coller. Ou si vous voulez modifier après ça dans Excel, dans Word, et si vous voyez des erreurs, par exemple, il y a toujours moyen de les modifier directement dans Word aussi. La prochaine étape, ça va être de faire une table des figures et une table des tableaux qui se fait de manière automatique. Je vais supprimer mon tableau que je ne veux pas ici. Comme ça. Est-ce qu'ils peuvent être sur la même page? Parfait. Donc, pour le besoin de l'exercice, au point 1.2, je vais juste mettre un autre tableau juste pour montrer. Je vais le mettre en forme. Je vais utiliser le même style que j'ai pris pour l'autre pour que mes tableaux se ressemblent. Donc là, c'est sûr qu'il n'est pas parfait parce que je n'ai pas ma source. Là. Ça serait à ajouter, bien sûr. OK. Et voilà. Donc là, j'ai 2 tableaux et une figure. Vous allez sélectionner votre premier tableau. Sous l'onglet « Références », vous allez cliquer sur « Insérer une légende ». Et vous voyez, automatiquement, il comprend que c'est un tableau et Word va vous les numéroter automatiquement. Donc, si vous changez des sections de place en mettant à jour votre liste de figures et vos numérotations du tableau, ils vont se renuméroter pour remettre dans l'ordre qui apparaissent dans votre texte. Donc là, ici, vous auriez le titre de votre tableau. Assurez-vous que vous êtes au-dessus de la sélection et non sous la sélection et que vous êtes vraiment sous tableau et non sous figure. Et là, on va faire OK. Dans votre gabarit, on va aller sur Accueil. Il y a un style de paragraphe, si vous descendez dans tous les styles, qui s'appelle déjà titre de tableau.
Ici, titre de tableau. Faites juste faire sûr que vous êtes bien en titre de tableau. Et voilà. On va venir faire la même chose pour notre deuxième tableau ici. Donc, je recommence la même chose. Référence. Pardon, j'ai cliqué 2 fois. Donc, référence, insérer une légende. Et vous voyez, tableau 2. Tableau au-dessus de la section, parfait. Et je vais venir sélectionner titre d'un tableau. Pour ce qui est de la figure, ça va être exactement la même chose. Sélectionnez votre figure, référence, insérer une légende. Là, on n'est pas dans un tableau, c'est une figure. Donc, on va juste sélectionner ici notre texte. Vous viendriez écrire votre titre selon la donnée que vous présentez. Et on va se mettre au-dessus de la sélection toujours. Et même chose, au lieu de sélectionner titre d'un tableau, on va plutôt sélectionner titre d'une figure. Et voilà, figure 1. Donc ça, c'était pour nommer vos tableaux et vos figures. Ça va être important de le faire vraiment systématiquement à chaque fois. Tous vos titres, en fait, tous vos tableaux et tous vos figures doivent avoir un titre impérativement et doivent aussi avoir la source. Donc, dans le cas de cette figure-là et de ce tableau-là, c'est sûr qu'il faudrait que je vienne le rajouter manuellement, soit dans Word ou j'irai le corriger dans Excel pour le recopier, le recoller, mais assurez-vous vraiment toujours d'avoir un titre pour chaque chose. Si on montre en haut, on va commencer par la liste des figures. Quand je vous ai donné le gabarit, il était vide, il n'y avait rien, donc automatiquement, vous devriez voir aucune entrée de table n'a été trouvée. Vous pouvez placer votre curseur dessus et sous l'onglet Références, juste ici, avec le petit point d'exclamation rouge, vous avez l'option de mettre à jour votre table des illustrations. Et voilà. Donc là, vous avez votre figure 1 avec le titre. Là, moi, j'ai donné le titre, mais peu importe ce que vous avez écrit devrait s'afficher là. Et le numéro de page dans lequel on le trouve. Si vous ajoutez plusieurs figures au fur et à mesure, toujours venir cliquer ici sur « Mettre à jour la table », tout va s'ajouter automatiquement. On va venir faire la même chose pour la liste des tableaux. Placez votre curseur ici et mettre à jour la liste des tableaux. Et voilà, tableau 1, tableau 2. Donc, tout se fait vraiment de manière automatique. Pour ce qui est de la table des matières, dans le gabarit, il y en a déjà une qui est proposée. Dans le fond, si je vous montre une section aléatoire, je vais prendre la section 2. Je vais aller dans « Accueil ». Je vais ouvrir mon volet style pour bien voir tout ce que j'ai. Et c'est vraiment juste pour vous montrer. Mais vous voyez ici, mon titre de section, c'est mon titre, j'ai enlevé ma face, c'est mon titre 1. Après ça, 2.1, c'est mon titre. Ici, mon niveau 2. Ici, c'est mon niveau 3, etc., ainsi de suite. Donc, je vous propose vraiment d'utiliser le gabarit pour avoir déjà vos styles de paragraphes qui sont déjà liés avec votre table des matières. Si je change ici mon titre de section 2 et je vais écrire population, ici, je vais écrire, ce serait mon idée 1, puis ici, j'aurais mon idée 1, etc. Ben, ce serait un titre, là, donc, écrivez vraiment ce que vous voulez là, pour l'exemple. Mais ça va venir en faisant votre analyse. Si je retourne dans ma table des matières complètement en haut, donc table des matières, sous référence, au début ici, vous avez mettre à jour la table. Et là, vous voyez ce que j'ai écrit, population, idée 1, idée au pluriel, etc. Ça se met à jour automatiquement. Et votre table des matières, c'est composé, c'est des hyperliens. Donc, si je clique sur conclusion, par exemple, bon, là, il me demande de donner l'accès au fichier. Ça se peut que ça ne vous fasse pas ça du tout. Je vais juste l'y accorder. Et voilà, je suis arrivée à la conclusion. C'est la même chose pour la liste des tableaux, la liste des figures. Si je clique sur tableau 1, il va m'amener au tableau 1. Donc ça, c'était pour la liste des figures, la liste des tableaux et la liste des matières qui se fait automatiquement dans Word. Si vous décidez de ne pas utiliser le gabarit pour quelconque raison, c'est vraiment pas une obligation, le libre à vous. Assurez-vous, par exemple, de choisir les bons styles de paragraphes pour les bons niveaux. Donc, de toujours vous assurer que vos titres 1 soient bien le niveau 1, titre 1.1, c'est vraiment le niveau 2. Puis, quand vous avez comme 3 chiffres, 1.1, par exemple, peut-être au niveau 3.
Puis, sous l'onglet Références, table des matières, vous pouvez ajouter un autre style de table des matières selon vos goûts, selon vos besoins. Mais sinon, si vous utilisez le gabarit de base, vous pouvez le laisser comme ça. Ce qui peut être intéressant aussi, si vous pouvez le modifier, le gabarit de base, il n'y a pas de problème. Par exemple, si mes titres 1, comme ça ici, si je voudrais qu'ils soient un peu différents, vous pouvez cliquer sur la petite flèche et faire modifier le style, ce qui va vous permettre de peut-être les mettre un peu plus à votre goût, selon votre style, comment vous avez fait vos tableaux, tout ça. Par exemple, si je le mets en gras 14, vous voyez, il se met automatiquement, puis il va se changer pour tous les styles qui ont sélectionné ça. Donc, ici, je suis encore comme ceci. Donc, le gabarit de base est là avec des données vraiment comme de base, mais après ça, libre à vous de le modifier selon vos besoins et selon vos goûts.